C'est un article qui a été publié en 2013, donc ça fait presque 10 ans et le prétexte, disons pour l'écrire, c'était que ça faisait à peu près 100 ans, que la méthode DECA existait puisque, c'est supposé dans la grande histoire, de la méthode DECA, c'est supposé être né aux alentours de 1912-1916, ça dépend des écrits, à Harvard. Donc, je prenais ce prétexte-là que, mon Dieu, ça fait 100 ans qu'on utilise la méthode des cas pour enseigner la gestion, pour faire une espèce d'état des lieux de où est-ce qu'on en était. Donc, c'est à la fois une revue de littérature, mais assez orientée, puis qui se prolonge par une espèce de réflexion critique sur un peu l'avenir de la méthode des cas. Le côté orienté de la revue de littérature, c'était qu'une des questions que je me posais à ce moment-là, c'était pas juste oui, de lire et de faire état de tout ce qui avait été écrit sur la méthode des cas depuis l'origine, mais c'était aussi de voir c'est quoi les soubassements théoriques un peu de cette méthode-là en termes de théorie de l'apprentissage. Ce qui n'était pas une question simple parce que justement la méthode des cas, elle s'est pas construite, c'était pas des théoriciens de l'apprentissage qui l'ont inventée, là, c'était vraiment des praticiens, des enseignants, Christensen et compagnie, qui ont développé cette méthode-là sans expliciter ou relier de façon très consciente ce qu'ils faisaient à des théories de l'apprentissage. Donc, dans la première partie de l'article, évidemment, on définit un peu ce qu'est un cas, ce qu'est la méthode des cas, puis très vite, j'en viens aux deux soubassements théoriques qui sont un peu les deux théories auxquelles la méthode des cas s'accroche de façon plus ou moins explicite. Donc la première grande théorie, c'est évidemment l'apprentissage actif, donc cette idée que contrairement à un enseignement magistral, quand on discute de cas en classe, on met les étudiants en position de réfléchir, de penser à leur propre expérience, de faire des liens, donc d'être actifs. Et l'autre grande théorie que les fervents de la méthode des cas invoquent, c'est la théorie de l'apprentissage expérientiel. Donc cette idée que quand on discute d'un cas en classe, c'est comme si on met les étudiants en situation de prendre des décisions ou même de gérer parce qu'on a une situation réelle auquel ils s'identifient. Un des grands principes d'un bon cas façon Harvard, c'est justement d'avoir des protagonistes, des héros auxquels les étudiants puissent s'identifier. Donc tout ça fait en sorte que on prétend que la méthode des cas fait partie de cette grande famille de méthodes expérientielles. Alors, il y a eu de nombreuses critiques en fait de la méthode des cas depuis son origine, mais qui se sont intensifiées en fait dans les dernières années, dans les dernières décennies, et depuis la publication de l'article, donc depuis une dizaine d'années, ça a continué, hein, d'autant plus qu'avec les développements, notamment technologiques, avec la montée des simulations, des serious games et tout ça, il y a beaucoup de personnes qui disent, voyons, la méthode des cas, c'est vraiment c'est dépassé. C'est pas du tout ce qu'on observe par ailleurs quand on regarde les quelques études sur d'abord la vente des cas, mais aussi des études qui tendent à montrer que la méthode des cas continue à être tout à fait utilisée là, en 2022. Donc, euh, moi, j'avais dégagé dans l'article 4 ensembles de critiques, puis je pense que si j'avais à réécrire l'article aujourd'hui, probablement que ça resterait à peu près comme ça. La première série de critiques s'intéressait vraiment à l'objet du cas lui-même plus qu'à la méthode. Donc c'est cette idée que les cas sont censés représenter un peu la réalité du monde des affaires ou du monde de la gestion. Et la critique, ou l'ensemble de critiques, c'était de dire mais c'est complètement biaisé comme réalité. Ce que donnent à voir les cas en gestion, notamment les fameux cas de Harvard, c'est vraiment une réalité extrêmement partiale et partielle de ce qui se passe dans les entreprises et dans le monde de la gestion. C'est biaisé de toutes sortes de façons. D'abord parce que c'est essentiellement américain, c'est des grosses compagnies, c'est généralement des cas de succès, c'est très axé sur la stratégie, la décision stratégique, sur le dirigeant comme individu. Donc il y a vraiment eu énormément de critiques et d'études sur le côté très partiel de la réalité qui était donnée à voir. Deuxième ensemble de critiques, donc là on passe plus à la méthode elle-même plus que l'objet cas. Et c'est en lien avec les deux théories de l'apprentissage que j'évoquais plus tôt. Donc la deuxième critique de la méthode des cas, c'est
c'est pas vraiment actif. Okay, donc, cette idée que oui, alors que normalement la méthode des cas devrait être basée sur l'engagement à la fois cognitif et affectif des étudiants, sur la discussion, dans les faits, quand on va voir les profs qui disent utiliser la méthode, ben, il y a une très grande diversité des pratiques et il y a beaucoup finalement on retrouve beaucoup le modèle du prof qui parle. C'est juste qu'il intègre le cas comme une illustration de son discours, mais ce n'est pas vraiment actif, ça reste très centré sur le prof qui mobilise le cas comme une façon un peu plus documentée ou profonde d'illustrer des théories qu'il continue de présenter aux étudiants qui sont finalement pas si actifs que ça. Donc il y a eu toutes sortes de contributions d'auteurs ou d'enseignants-chercheurs qui cherchaient à rendre la méthode plus active avec toute une panoplie là, de variations dans la méthode pour en faire vraiment une méthode active. Troisième ensemble de critiques sur la seconde théorie, qui est l'apprentissage expérientiel, ben, il y a bien des gens, Mintzberg, un des plus fameux, qui ont dit mais c'est une imposture totale de dire que enseigner par les cas, c'est une façon de faire vivre aux étudiants une expérience qui s'apparente à la vraie expérience de gestion qu'ils auront plus tard. Il y a bien d'autres méthodes qui sont bien plus authentiquement expérientielles que la méthode des cas, donc c'est une imposture. Et là encore, il y a de nombreux auteurs qui ont essayé de proposer des variations de la méthode pour la rendre plus expérientielle. Donc ça va depuis, c'est les étudiants eux-mêmes qui bâtissent le cas, on revient au tout début de la méthode où c'était le dirigeant qui venait en classe pour exposer son problème. Donc il y a toutes sortes de variations pour essayer de répondre à cette critique de c'est pas vrai que c'est expérientiel. En tout cas, il y a bien des méthodes pédagogiques qui sont beaucoup plus expérientielles que la méthode des cas. La dernière critique, c'était beaucoup plus sur les prétentions d'impact de la méthode par rapport à d'autres méthodes pédagogiques. Donc c'était cette idée que les promoteurs de la méthode, en tout cas au début, n'étaient pas trop intéressés à documenter de façon rigoureuse, objective et scientifique les bénéfices de la méthode. Donc ça, c'est des choses qui sont venues plus tard. Il y a eu, après ça, une multiplication d'études qui essayaient de comparer l'efficacité de la méthode par rapport aux simulations, par rapport à l'enseignement magistral, par rapport à toutes sortes de choses pour essayer de donner un peu de chair sur cette prétention que les promoteurs de la méthode avaient de dire que c'est la méthode tellement plus efficace, les étudiants apprennent mieux, etc. etc. Donc là aussi, pléthore d'études qui cherchaient à montrer les mérites comparatifs des méthodes avec évidemment des résultats assez contradictoires d'une étude à l'autre. Donc beaucoup d'études qui, en prenant comme base, par exemple, la réussite des étudiants aux examens, qui semblaient dire que la méthode des cas n'est pas plus efficace que d'autres méthodes. D'autres études qui, sur le plan des habiletés, sur le plan des composantes peut-être plus affectives ou comportementales, disaient non, la méthode des cas a vraiment des avantages par rapport à d'autres. Donc il y en a un peu pour tout le monde dans ces études-là, et c'était une des critiques qu'on faisait à la méthode, de finalement reposer sur peu de données probantes sur l'efficacité. Dans les pistes d'amélioration, justement, la première, qui continue d'être extrêmement mise de l'avant et auquel je souscris totalement, c'est de continuer à augmenter et à diversifier les cas qui sont produits. Donc, à diversifier du point de vue de ce que j'évoquais plus tôt, c'est-à-dire des cas qui représentent mieux le milieu des affaires, y compris le milieu des affaires locales dans lequel on enseigne. Donc, pour moi, c'est bien d'aller chercher des cas américains à Harvard, mais il faut absolument, puis c'est pour ça que le centre de cas à HEC Montréal est important. Puis quand je dirigeais, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, c'était qu'il fallait faire une place à des cas qui sont dans le milieu socio-professionnel dans lequel on s'insère et dans lequel nos étudiants sont. Donc c'est un aspect de la variété. Il y a aussi tout l'aspect de la variété concernant les formats. Donc oui, des cas multimédia, des cas vidéo, des cas bande dessinée. Il y a eu vraiment une explosion là vraiment très intéressante des différents types de formats de cas. Il y a une variété qui moi me tient aussi extrêmement à cœur et que j'avais
beaucoup en tête quand je dirigeais la revue internationale de cas en gestion, c'est tous les cas ce qu'on appelle souvent dans le monde anglo-saxon des cas dark side, donc des cas qui font écho à des réalités qui ne sont pas du tout reluisantes du milieu des affaires. Donc, en général, ça va contre une des règles de base qui sont imposées par beaucoup de centres de cas, qui est il faut absolument que le nom de l'entreprise soit dans le titre du cas, et puis qu'éventuellement, ou si possible, ce soit un nom du genre Amazon, Google, etc. Alors que de mon point de vue, une fois qu'on a mis ça comme règle, ben on vient à peu près de couper l'herbe sous le pied de tous ceux qui voudraient écrire des cas un peu plus critiques. Donc, bref, il y a beaucoup de façons de voir la variété, mais augmenter et continuer de diversifier les cas, c'est certainement une piste d'amélioration qui est super importante. La seconde, c'est en rapport aux méthodes expérientielles et au fait que la méthode des cas, sur le plan expérientiel, est devancée par bien d'autres méthodes. Je pense que la proposition qu'il y a derrière, qui n'est pas originale, mais qui est importante quand même, c'est de diversifier aussi les méthodes. Donc, la méthode des cas, c'est très bien, mais des projets en entreprise, des projets de consultation, des simulations, oui, ça vient certainement chercher sur le plan expérientiel des composantes qui parfois peuvent être beaucoup plus puissantes pour les étudiants. Donc, il ne s'agit pas de chercher absolument à démontrer que la méthode des cas est expérientielle. Je pense qu'il faut arrêter ce combat-là. Il faut plutôt situer dans une espèce de continuum les méthodes pédagogiques et voir ce que la méthode des cas peut apporter par rapport à des méthodes qui envoient les étudiants sur le terrain, faire des projets en équipe ou pas. Donc, voir plutôt ça comme une espèce de bouquet ou d'assortiment de méthodes qu'il faut mobiliser à bon escient en fonction de ces objectifs pédagogiques et du profil des étudiants qu'on a en face. La troisième piste, c'est en lien avec le manque de données probantes que j'évoquais sur l'efficacité de la méthode. Donc là, moi, ce que j'avais à dire dans cet article, c'était un message un peu... un double message. D'une part, c'est sûr que c'est important de faire des études scientifiques rigoureuses sur l'efficacité des méthodes pédagogiques. D'autre part, il ne faut pas non plus être obsédé par la mesure des impacts. Je pense que la façon dont on mesure actuellement l'impact des méthodes pédagogiques sur les apprentissages, c'est de toute façon des façons extrêmement biaisées et très imparfaites. Donc, tant qu'on en est encore à essayer de voir les liens entre une méthode et les résultats des étudiants aux examens ou leur GPA ou leur taux de rétention, je pense qu'en gestion, en tout cas, on est complètement à côté des vrais impacts. Donc, il y a certainement une réflexion à avoir sur comment on essaye de mieux apprécier l'impact de certaines méthodes pédagogiques sur les apprentissages à moyen, à long terme des étudiants, la façon dont ils transfèrent ou pas ce qu'ils ont appris dans leur pratique. Mais je ne passerai pas ma vie à faire ça. Je pense que ça tue aussi un peu la passion et l'intérêt d'utiliser la méthode des cas dans son enseignement. Puis la dernière recommandation ou piste d'amélioration, c'est d'essayer de faire un pont entre les cas pédagogiques dont on parle et les cas comme cas de recherche. Et là, il y a beaucoup de choses à dire sur les liens entre les deux, mais ce que j'essayais de souligner dans l'article, c'est que à la fois ces deux objets très différents, et il faut vraiment être conscient de la différence qu'il y a entre écrire un cas de recherche et écrire un cas pédagogique, mais en même temps, il y a une philosophie, une intention derrière qui est de partir d'une situation concrète unique et de remonter éventuellement vers des choses plus générales. Et cette méthode inductive-là, elle est bonne à la fois pour la recherche et pour l'enseignement. Et donc, il y a un pont à construire, d'autant plus que l'accent étant aujourd'hui sur la recherche pour les profs, un enseignant-chercheur va produire des cas pédagogiques que s'ils sont capables de se mailler à sa recherche. C'est rare d'avoir des profs qui vont vraiment s'engager dans la production de cas pédagogiques pour la beauté de la pédagogie. En général, on essaye de faire des ponts, et donc il y en a des ponts, mais il faut les clarifier, et notamment bien clarifier l'objet cas pédagogique par rapport à l'objet cas de recherche.